Daniel Thomas. Bonjour, donc Daniel Thomas, je suis cardiologue et je suis un des deux vice-présidents du CNCT. Et donc je vais vous donner les réponses aux 7 questions qui nous ont été posées en accord avec ce Comité national contre le tabagisme. Donc la première question, en fait, peut être un produit de sortie du tabac, pourquoi pas? Et cela reste bien sûr à démontrer, mais pourquoi pas? C'est une option tout à fait pertinente. Les émissions des cigarettes sont 95% moins toxiques que la fumée du tabac. C'est une approximation tout à fait acceptable si on veut différencier avec la toxicité du tabac combustible. On a suffisamment insisté là-dessus déjà ce matin. En 2016, les cigarettes électroniques et les liquides sont-ils des produits fiables? En fait, la problématique actuelle est certainement la diversité actuelle des produits. Et même s'il y a des tentatives de normalisation, des modes de consommation, et qui sont très différents d'un vapoteur à l'autre, et ne permettent pas vraiment de répondre. Et donc, comme le soulignait tout à l'heure et posait la question Yvan Berlin, définissons déjà ce qu'est un produit fiable, car ce n'est pas défini de façon formelle pour ce type de produit. 4e question, faut-il laisser ou interdire les arômes dans les liquides? Certainement les laisser, parce que l'on sait, et vous en êtes témoin, vous vapoteurs, que c'est un élément de participation active dans la motivation à utiliser ces produits. Mais il faut étudier leurs effets à long terme. Et puis, pourquoi tant d'arômes? Est-ce qu'on n'est pas là dans un marketing effréné, si vous voulez, qui n'aura pas de limite et dans lesquels on ne saura pas contrôler justement ces arômes dans leur qualité et leur fiabilité? La 5e question, est-ce un produit d'entrée en tabagisme des adolescents? Très honnêtement, j'ai vu ce qui nous a été présenté tout à l'heure. Il y a des données contre, effectivement. Il y a des données qui laisse dans l'incertitude, et donc on ne peut pas dire actuellement, en 2016, et ça a été souligné qu'on a des données qui sont un peu obsolètes, si on peut vraiment conclure là-dessus, et notamment en particulier compte tenu de l'évolution du marché, et puis surtout, et n'oublions pas, le rôle de l'industrie du tabac qui est derrière. Le 6e point, faut-il interdire de vapoter dans les lieux publics et de travail comme la cigarette? La réponse du comité est oui. Et on pourra en discuter. Et faut-il laisser libre la publicité pour les cigarettes produits de consommation courante? Ben, non, pour le moment, et pour des raisons qui ont déjà été d'ailleurs soulignées, en sachant que s'il y avait une confirmation scientifique effectivement de son efficacité, et soyons honnêtes, pour l'instant nous n'avons pas cette confirmation définitive que c'est supérieur à ce dont nous disposons avec des données scientifiques, et en l'occurrence la substitution pharmaceutique, eh bien pourquoi pas effectivement de laisser ensuite, si ce produit montre son efficacité, une publicité possible pour ce produit qui aura un impact sur la santé publique. Je vais, sur les 2 diapos suivantes, envisager des questions qui n'ont pas été envisagées dans ces 7 questions qui ont été posées aux associations. La première, c'est celle du double usage. On en a parlé beaucoup déjà ce matin. C'est un réel problème. Anne McNeil nous a montré qu'en Angleterre, il y avait encore 70% de double usagers et nous a dit, ben oui, mais c'est la même chose qu'avec les substituts pharmaceutiques. OK. Donc, c'est pas mieux, quelque part, par rapport au double usage. Et ce double usage, il n'est pas anodin, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a un bénéfice si on garde un double usage. Moi, je suis persuadé que si la cigarette électronique se substitue totalement à la cigarette, il y a une réduction de risque, je n'ai aucun doute là-dessus. Réduction de risque, mais si le double usage persiste, cette réduction de risque, elle est un leurre. Un vrai leurre, et en particulier, je vous parle, moi, là, en tant que cardiologue. Il n'y a pas de relation linéaire entre le risque et le niveau d'exposition, puisque si l'on reste fumeur, on garde un faible niveau d'exposition. Et regardez cette courbe, vous voyez qu'il n'y a pas de relation linéaire et que pour une très faible exposition de quelques cigarettes, vous avez un risque relatif qui augmente de façon extrêmement abrupte. Et ensuite, certes, vous avez entre 5 et 40 cigarettes une différence très significative de risque, et donc certainement une relative réduction de risque. Mais ne leurrons pas les vapoteurs en disant que s'ils restent double usagers, ils réduisent vraiment le risque. Et les études scientifiques, et Jean-François Etter nous l'a rappelé, regardons les études scientifiques, montrent qu'il n'y a pas de réduction de risque en particulier sur le cardiovasculaire,
Il n'y a pas de réduction de risque sur la mortalité totale. Il y en a un peu sur la réduction du risque de cancer du poumon et de mortalité par cancer du poumon. Donc soyons objectifs. Et l'information, tu as souligné, Jean-François, qu'il fallait informer et ne pas désinformer. Donc ne désinformons pas, certes, mais informons là-dessus, car ça me paraît très important d'insister sur le fait qu'il ne faut pas rester double usager. Deuxième point, et qui, moi, me concerne un petit peu plus en tant que cardiologue, parce que je me suis posé la question. Et Dieu sait que ça fait des années, et j'ai été un de ceux qui ont plaidé pour que l'on prescrive la substitution nicotinique à nos patients coronariens, ce qui avait fait scandale au départ, et nous avons été le seul pays européen, en 2003, à indiquer la substitution nicotinique chez les patients cardiaques coronariens, même à la sortie d'un infarctus du myocarde. Donc, ne me taxez pas d'être quelqu'un qui a peur des substituts nicotiniques. Je les prescris à mes patients coronariens depuis plus de 10 ans, et de façon extrêmement régulière et immédiatement après un infarctus. Cependant, cette innocuité de la substitution nicotinique telle qu'elle est pratiquée chez nos patients coronariens est liée au fait que la pharmacocinétique de ces produits est très différente de celle de la cigarette. La cigarette va donner des taux de nicotine qui peuvent entraîner des effets sympathomimétiques, c'est-à-dire des effets sur la fréquence cardiaque, et Yvan Berlin vous l'a illustré tout à l'heure avec les taux de nicotine plasmatique obtenus, y compris avec la e-cigarette, et qui donnent des modifications de fréquence cardiaque et de pression artérielle chez le fumeur et éventuellement chez le vapoteur. Pourquoi chez le vapoteur? Parce que vous voyez, et cette étude de Farsalinos tout le montre très bien, c'est qu'avec les dernières générations de cigarettes électroniques, on arrive à des taux de nicotine circulante qui sont équivalentes à celles d'un fumeur. Et donc, on peut se poser la question que si cette pharmacocinétique de la nicotine est proche de celle de la cigarette, eh bien, la pharmacodynamie, c'est-à-dire l'influence sur la fréquence cardiaque et la pression artérielle, donc sur les effets cardiaques de la nicotine, ne peuvent pas avoir un impact chez ces patients cardiaques. Je dis bien chez ces patients cardiaques, pas chez le vapoteur tout venant qui a les coronaires saines et qui a 20 ans, où je pense que ceci n'a pas d'influence directe. Et donc, en pratique, si un sujet vapote de façon, disons, intermittente et régulière au fond de la journée, il va avoir un taux, c'est cette ligne verte, de nicotine qui va lui permettre effectivement de ne pas prendre éventuellement de cigarette, d'arrêter son tabagisme à la cigarette, mais il n'aura pas ces pics qu'a le fumeur à chaque cigarette et avec les effets sympathomimétiques qui sont entretenus à chaque cigarette, alors qu'un vapotage intensif, c'est-à-dire un vapotage qui permet, et en particulier avec les produits de dernière génération, d'avoir des taux de nicotine extrêmement élevés, on peut avoir ces effets sympathomimétiques, et ces effets sympathomimétiques de la nicotine possible, moi, me préoccupent un peu chez les patients coronariens, chez les patients cardiaques. Et c'est le message que je voudrais faire passer là. Ce n'est pas un message de pusillanimité, ce n'est pas un message contre le vapotage. Entendons-nous bien, on nous a demandé de donner une version également scientifique des données sur le vapotage. Je pense que ceci doit être étudié de façon plus approfondie et s'assurer que vapoter compulsivement, je dirais intensivement, n'entraîne pas chez les patients sensibles des effets cardiovasculaires. Je vous remercie. Je passe la parole à Alain Morel, mais la question que je pose à chacun, est-ce que vous pensez qu'il est trop tôt pour débattre de ces questions? William disait lors des primaires, mais disons dans le champ politique, dès maintenant ou pas? Ou est-ce qu'il faut conforter? Moi, je suis toujours été scandalisé, si vous voulez, que le tabac n'intéresse pas les politiques, alors que ce serait une planche de salut pour celui qui voudrait bien s'y donner. C'est évident. Il n'y a pas d'opinion publique, si vous voulez, qui serait contre un homme politique qui serait contre le tabagisme. Pourquoi n'utilise-t-il pas cet argument électoral? Ça me laisse toujours rêveur. Alors, je sais bien, le gouvernement et Bercy derrière vont dire que la ligne comptable, 13 milliards d'euros, valent beaucoup plus que la santé publique des Français.
certes. Mais si on dit ça aux Français et si on leur explique, eh bien à ce moment-là, ils vont se lever et ils vont dire non, c'est un scandale. Et à ce moment-là, on aura certainement un levier, mais pour cela, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Parce que pourquoi ça ne s'est pas déjà fait, c'est un mystère pour moi. Bercy n'est pas très loin de la Pitié-Salpêtrière. Ceux qui applaudissent n'ont pas entendu. Bercy n'est pas très loin de la Pitié-Salpêtrière. Vous pourriez changer de temps à autre, prendre un bateau, descendre jusqu'à Bercy. C'est pas faute. Et le CNCT s'y employait un certain nombre de fois d'aller à Bercy et de discuter avec Bercy. Vous savez très bien comment ça se passe. Non, justement. Un féodé à l'industrie du tabac et agissant la main dans la main avec l'industrie du tabac, tout simplement.